Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 2 de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de l'épisode 4, et bon Dieu qu'il s'en passe des trucs dans cet épisode. Je dois bien avouer, ils ont vraiment condensé, et franchement, ils ont condensé beaucoup de choses dans cet épisode, mais sans que ça paraisse rushé ou autre en fait. C'est juste, je vois l'épisode qui avance et tout, et ça avance, je me rends compte que je sais plus ce qui se passe, et l'épisode s'arrête pas. Et franchement, c'était un très très bon épisode, très intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode-là? On va suivre du coup, dans un premier temps, Guenièvre, qui du coup est arrivée au royaume d'Arthur, et qui va réussir un petit peu à se débarrasser d'Ironside, qui a envie de l'accompagner dans sa découverte de Camelot, mais en fait, elle va lui raconter un petit peu son futur et du coup, il va décider de la laisser tranquille, puisque elle va nous expliquer que Ironside va plus ou moins mourir dans les bras de son fils. Voilà. Sauf que qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet épisode-là? C'est que Perceval n'est pas le seul fils d'Ironside. Pour peu, encore une fois, que Perceval soit réellement le fils d'Ironside. Voilà. Là, pour le coup, je pars en full théorie, puisqu'à partir de cet épisode-là, de la moitié de cet épisode à peu près, je ne sais plus, des trois quarts de cet épisode-là, je ne sais plus ce qui se passe. Je n'ai pas lu le manga. Donc là, c'est purement de la découverte et de la théorie, ça va être cool, ça va être fun. Donc on découvre que Ironside a un deuxième fils, qui s'appelle Diodora. Et en gros, on comprend plus ou moins par rapport au flashback que la femme d'Ironside était en train de mourir ou était malade quand elle était enceinte. Et en fait, pour les sauver tous les deux, Ironside est arrivé au royaume de Camelot. Son fils, semblerait-il, a survécu ou une illusion de son fils a été créée, c'est pas très clair, et sa femme est décédée. Donc Ironside a décidé d'élever cet enfant pour qu'il ressemble, pour qu'il soit comme sa mère, aussi gentil, aussi honnête, ce genre de choses-là. Donc Diodora a l'air d'être un enfant plutôt malade en termes physiques, puisqu'il va tousser alors qu'il a juste couru un petit peu. Et il a l'air de passer de passer ses journées avec une espèce de gros tigre rose et de serpent. Voilà, pourquoi pas. Et Ironside se remémore un petit peu tout ça et passe un bon petit moment avec son fils, en lui précisant bien qu'il ne faut pas qu'il essaye d'aller à l'extérieur, que tant qu'il est là, il est en sécurité, mais qu'il ne faut pas qu'il aille à l'extérieur parce que c'est dangereux, parce que il y a plein de trucs mauvais qui l'attendent s'il va à l'extérieur. Et potentiellement, si c'est effectivement une illusion créée par Camelot, créée par le roi Arthur, ben, est-ce qu'il existerait vraiment à l'extérieur? C'est pas sûr. C'est pas sûr. On a vu que Garuzer est capable de créer des illusions, en tout cas d'infiltrer l'esprit des gens pour créer des illusions. Jusqu'à quel point est-ce que le royaume d'Arthur fait tout ça? Difficile à dire. Difficile à dire pour le moment. Mais voilà, Ironside nous montre un côté beaucoup plus touchant de ses personnalités. Quand il rentre chez lui, notamment, il se met à chanter. Je sais pas si c'est un hymne des Chevaliers du Chaos ou quoi, mais ok, il se lâche un petit peu. Non, franchement, ça développe l'appréciation pour le personnage, je trouve, qui jusqu'ici, bon, était ennemi de Perceval, forcément. Mais voilà, du coup, c'est très très intéressant ce qui se passe dans Camelot. Et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Puisque du coup, on découvre également, en revenant sur Guenièvre et Arthur, qui se rencontrent du coup pour la première fois, que bah en fait, la Merlin qu'on voit depuis le début de la série, visiblement, n'est pas la Merlin d'origine de Seven Deadly Sins. En tout cas, dans cet épisode-là, on comprend que la Merlin qui est à côté de Arthur à ce moment-là est une illusion, en tout cas une fée qui a l'apparence de Merlin. Et quand Guenièvre ramène ça sur le tapis, Arthur détruit cette illusion, tue ce personnage-là, parce que bah, elle a un petit peu ruiné son humeur, quoi. Parce qu'on comprend du coup que globalement, en fait, Arthur n'est pas du tout intéressé par Guenièvre en tant que marié. Tout ce qu'il veut, c'est son pouvoir. Et quelque part, tant mieux, ça évite du lolicon en plus. Mais que
Voilà, il veut son pouvoir et en fait, tous ses sentiments sont plutôt concentrés sur Merlin, mais qu'il ne pourra jamais vraiment l'avoir. Donc ça pose quand même une question assez importante. Où est Merlin? Et ça peut relancer les théories par rapport à Gawain. Parce que si Merlin n'est pas là, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est juste partie? Est-ce qu'elle a été enfermée? On ne sait pas ce qui s'est passé avec Merlin, puisqu'on avait quitté la série Seven Deadly Sins avec Merlin qui prenait le parti d'Arthur, puisque il représente son espoir, elle a tout fait pour lui et tout. Mais on n'a pas plus d'infos par rapport à tout ça. Et visiblement, elle n'est pas dans les parages. Ou en tout cas, pas en capacité vraiment d'être aux côtés d'Arthur. Donc ça, pour le coup, ça m'intrigue énormément et j'ai envie d'en savoir plus. Du coup, on a Guenièvre qui va un petit peu raconter à Arthur ce qui va se passer dans le prochain arc, visiblement. Donc en route la ville de Dalmarie, je crois, ils vont s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Wolnak. Et en gros, qu'ils vont s'arrêter dans une auberge en particulier, qu'il va y avoir un festival, que Lancelot va comprendre qu'il se passe des trucs bizarres et va empêcher les chevaliers d'Arthur de mettre le bazar, pendant que les autres profitent tranquillement du festival et le lendemain ils vont repartir pour leur destination principale. Et du coup, Arthur nous décide de communiquer à ses agents du chaos en fait ce que lui a dit Guenièvre. D'ailleurs, très intéressant, il fait appel à Orlandi, qui était la petite bestiole, la petite mascotte qu'avait Merlin. Donc vraiment, que se passe-t-il avec Merlin? Bonne question. Et en gros, Guenièvre essaye de le prévenir, de façon assez marquée, qu'il ne faut pas essayer d'aller à l'encontre de son destin, parce que sinon, le prix qu'on paiera en essayant sera d'autant plus lourd. Et Arthur dit, bah, si je sais pas, je le saurai pas, donc let's go. Et c'est très intéressant du coup, parce que c'est ce qui a poussé Guenièvre à se laisser emporter par Ironside. Mais du coup, ça sous-entend qu'on peut changer le destin. On peut changer le destin, c'est juste qu'on va payer un prix plus lourd pour avoir essayé de changer les choses. Donc, potentiellement, ce que Guenièvre voit dans ses rêves n'arrivera pas forcément exactement comme elle l'a prédit, puisque des forces extérieures peuvent essayer de changer les choses. Quelles seront les conséquences? On n'en sait pas plus pour l'instant, mais du coup, ça répond à une question que je me posais dans l'épisode d'avant. Donc voilà, toute la partie Camelot étant faite, on va se concentrer sur le reste de nos personnages, donc qui arrive effectivement à Wolnak, qui est une espèce de grand mur, de grande forteresse bâtie dans la pierre en fait, dans la montagne, et qui a subi des assauts de bandits, d'armées ennemies, de plein de trucs au fil des années. Et donc effectivement, il y a bien un festival dans cette ville par rapport aux morts. Donc en fait, très intéressant d'ailleurs que l'épisode soit sorti là au mois de novembre. Et en gros, il se balade dans la ville avec des torches pour prier pour l'âme des morts, en fait, globalement. Alors, est-ce que ça pourra avoir un lien quelconque avec Meraskula pendant les Seven Deadly Sins, les événements qui se sont passés à cette époque-là? Je ne sais pas, mais intéressant comme petite fête, et surtout, quel va être l'intérêt par rapport à cet arc-là en particulier? On va voir. Mais voilà, du coup, ils y vont, ils décident de prendre une auberge. Gawain, Angarad et Isolde vont se retrouver dans une chambre toutes les trois. Elles vont discuter. Cet épisode est très très focalisé sur les sentiments, l'amour et tout. Euh, et du coup, donc Isolde s'inquiète beaucoup que le prince Tristan se retrouve dans une chambre avec une étrangère qui pourrait le séduire, tout ça, tout ça. Donc elle est très très protectrice envers Tristan. Gawain qui continue à essayer de flirter avec les filles, donc admettant que Gawain est effectivement une fille, est-ce que ça veut dire qu'elle est plutôt lesbienne du coup? Qu'elle est plutôt intéressée par les filles? Parce que jusqu'ici, elle a montré de l'intérêt que pour les filles, donc pourquoi pas, intéressant. Ce qui du coup se reporte sur un autre personnage un peu plus tard.
puisque donc en fait ils ont fait un petit peu un pierre-feuille-ciseau pour décider comment est-ce que la répartition va se faire. Et à la base, c'était Lancelot qui allait devoir se retrouver dans une chambre à partager avec un étranger. Mais quand Perceval et Denis sont revenus de leur petite balade qu'ils ont fait dans l'épisode, bah, en fait, ils vont refaire une partie et c'est Tristan qui va se faire avoir, qui va perdre. Et il va se retrouver du coup dans une chambre avec ce qui ressemble quand même beaucoup à une femme d'âge mûr, dont il n'a pas l'air totalement insensible non plus, surtout vu la tenue qu'elle a quand elle est présentée. Il va vouloir qu'elle se rhabille un petit peu, il va être surpris par sa team qui s'inquiète un petit peu trop pour lui, soyons très honnêtes. Et voilà, donc, mais c'est un personnage qui a l'air d'en savoir beaucoup sur Tristan et qui a l'air d'avoir suffisamment attiré son attention pour qu'il reste pas très loin quand même. Donc, est-ce que ce personnage est un ennemi? Ce serait pas impossible. À voir comment ça va être débloqué. Du côté de Perceval et de Donnie, donc ils ont fait un petit peu, ils sont allés traîner un petit peu en ville. Ils ont fait un concours de qui peut grimper au niveau des murs le mieux. Et en fait, quand Perceval le fait, il se retrouve devant la fenêtre d'une femme qui est en train de se changer. Il va se faire repérer, bien évidemment, et ils vont retourner à l'auberge. Sauf qu'on va découvrir qu'effectivement, la femme en question et le gars avec qui elle est, en fait, ce sont deux chevaliers d'Arthur. Ce sont les fameux que Guenièvre avait donné dans sa prédiction. Donc, pourquoi pas. Petit détail intéressant, euh, depuis qu'ils sont arrivés dans cette ville, Lancelot a beaucoup de mal à lire l'esprit des gens. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il ait perdu au pierre-feuille-ciseau. Du coup, il n'est pas impossible que ce soit à cause de ça. Et enfin, donc on se concentre sur un dernier groupe composé du coup de Donnie, de Natian et de Jade, du coup, pendant que Quillon partage sa chambre avec Perceval et avec Perceval et Lancelot et qu'il est en mode mais qu'est-ce qui se passe si jamais il arrive un truc au prince Tristan, oh là là, c'est terrible, machin et tout. Et donc on va se concentrer sur le dernier groupe, où en gros du coup Jade s'excuse pour le comportement de Quillon à l'égard des compagnons de Perceval et Perceval lui-même, en expliquant que bah, tous les trois ils sont des amis d'enfance, et que suite à un incident où le prince Tristan les a sauvés, bah, ils ont décidé de dévouer leur vie à sa protection, et c'est pour ça que notamment Iseux et Quillon sont aussi perchés, très honnêtement. On va découvrir également, et c'était, comment dire, on pouvait le deviner par rapport au générique, mais Jade a des sentiments pour Iseux. Il est amoureux d'Iseux en fait. Mais il respecte le fait qu'elle est amoureuse du prince Tristan et il a décidé de pas s'immiscer en fait. Et donc c'est plutôt cool. On demande à Donnie également quel est son type de femme. Il est plutôt, ouais, plutôt quelqu'un du type de la reine Elisabeth. Et en fait, de par les réponses de Natian et son comportement, Jade va comprendre qu'effectivement, Natian a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et il va assumer directement que c'est Angarade, puisque c'est la seule fille du groupe. Et Natian va un petit peu masquer ce qu'il ressent réellement en disant ah oui, oui tu m'as bien eu et tout, mais on comprend bien évidemment de par ses réactions, de par même dans l'épisode précédent et depuis le début de la série en fait, c'est pas pour Angarade qu'il en pince, c'est pour Perceval. D'où toute la question par rapport au genre, au sexe de Natian, puisque si c'est une fille, bon, c'est assez, comment dire, assez basique, une petite romance, ça va se transformer en triangle amoureux, ça va être fantastique. Mais à la rigueur, pourquoi pas, c'est assez classique et il y a des indices qui pourraient tendre dans cette direction. Maintenant, si c'est un homme, ça pose le même type de questions que Gawain. C'est intéressant, pourquoi pas parler un peu d'homosexualité. Allons-y. Ou alors, dernière possibilité, ça me fait beaucoup penser à l'un des personnages de Uke Holder. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est la suite de Negima, de Ken Akematsu. Et en gros, on a un personnage qui, jusqu'à un certain âge, n'est ni homme ni femme, qui va développer des sentiments amoureux réellement pour le personnage principal, ce qui va influencer, en fait, s'il se destine plutôt à devenir une femme ou devenir un homme. Donc, je sais pas du tout
si il y a une thématique un peu comme ça autour de Nation, mais je trouve ça intéressant de poser la question. Mais clairement, de par ses réactions, c'est clairement pas pour Angarad qu'il en pense. Et c'est évidemment pas pour Dolly. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, ça pose aussi la question, puisque Nation non plus, si effectivement il a bien des sentiments pour Perceval, bah jusqu'à présent, il a rien dit. Et peut-être qu'il ne dira jamais rien, sait-on jamais. Là où ça devient intéressant, c'est que clairement, Angarad, bon, elle commence à développer un certain attachement pour Perceval, ça c'est bien évident. Et dans les légendes arthuriennes, en tout cas moi de ce que je connais par rapport à Camelot, c'est vrai que c'est ma référence principale, Perceval et Angarad, c'est plutôt un couple établi également. Donc, ça peut potentiellement être très intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec beaucoup de choses en 20 minutes, sans que ça paraisse encore une fois rushé ou tiré en longueur et autres, c'est juste ah ouais, vous adaptez pas mal de trucs. Et c'est officiel, du coup, je ne sais plus du tout ce qui se passe, puisque je n'ai pas lu le manga au-delà de cet épisode-là. Et là, pour le coup, j'ai vraiment très hâte de voir comment vont se développer les événements. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.